beaucoup des SaaS qui sont B2C, etc. Donc ça, pour moi, c'est déjà plié. Tu peux lancer un SaaS, une solution en une journée, et puis après, la grosse compétence qu'il y a derrière, c'est la vendre. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, ça, c'est acté. On est le 31 octobre 2025, on en est là. Ça, c'est sûr et certain. Ma lecture du marché, c'est qu'en fait, on va avoir un boom de gens un petit peu avec notre profil qui vont finalement être les remplaçants des consultants Salesforce et des consultants SAP et qui vont finalement aider à l'adoption, à l'analyse des processus, à cadrer le projet, à utiliser des outils d'IA générative pour faire la maquette, le prototype, à valider. C'est ça qu'il faut rajouter aussi. Comment vous le sentez les gars, vous êtes prêts ? C'est une bonne question. Cette semaine dans Move AI, épisode un peu spécial. On arrive à la fin d'année 2025, donc c'est le moment parfait pour faire un bilan. Pour rappel, chez Move AI, en plus des vidéos, on implémente l'IA dans les entreprises au travers de solutions sur mesure et on forme et accompagne les équipes à mieux utiliser ces outils. Aujourd'hui, je suis avec Yann et Anthony, mes deux acolytes de la chaîne et les deux associés de Move AI. On va revenir sur une année qui a été plutôt mouvementée. L'objectif, c'est de se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le business autour de l'IA ? Où est-ce qu'on s'est trompé ? Qu'est-ce qu'on a bien fait ou mal fait ? Et surtout, comment cela se passe réellement sur le terrain ? Yann, avant Move AI, tu étais chef de projet dans un ERP, tu as vu la digitalisation de l'intérieur, tu as vécu les processus, les frictions, tu as vu les entreprises se digitaliser. Je pense que tu as une vraie vision qui serait très intéressante, surtout sur les passages des business de la numérisation au digital et aujourd'hui au passage à l'ère de l'IA. Comment tu vas ? Super. Bon alors du coup, j'étais pas dans un ERP. J'ai intégré un ERP effectivement. Ouais, un ERP fribourgeois. J'ai fait 6 ans de gestion de projet et je pense que c'est justement pour moi un des plus gros bouleversements aujourd'hui, tu vois. C'est de voir comment ça se gérait un projet informatique il y a 3-4 ans. C'est de justement, en fait, tu vois, en tant que chef de projet, t'es entre les devs qui du coup te disent mais ça techniquement c'est pas possible et le client qui te dit moi il me faut ça. Et tu vas effectivement amener des solutions digitales pour simplifier les process. C'est un truc qui me passionne depuis longtemps, moi, cet aspect. Utiliser la technologie, si tu veux, pour faire mieux, pour faire plus vite, pour simplifier la vie des collaborateurs, pour améliorer la qualité de ce que tu livres à tes clients. Donc effectivement, ouais, ça fait... Je crois qu'en tout, j'avais regardé une fois dans le système de timesheet, j'ai fait 7000 heures de gestion de projet sur cet ERP fribourgeois. Donc c'était dans tout type de structure. Du parapublic, des entreprises privées, des industries. Puis en fait, ce que j'ai trouvé passionnant, si tu veux, c'était surtout le contact humain, quoi. C'était rencontrer des CFO, rencontrer des CEO, écouter leurs besoins, écouter leurs problèmes, comprendre leur business aussi. Je pense que ça, c'est important de le mentionner. On a l'avantage avec Anthony, bon, du coup, moi, je reste pas technique, hein, je me considère pas comme technique, même si j'ai une bonne compréhension. Mais Anthony, qui a cette partie technique, et moi-même, on est les deux, si tu veux, du cru, c'est-à-dire du sérail business, du sérail process. Et je pense que ça, c'est hyper important aujourd'hui. L'IA, c'est pas un gadget, c'est un truc que tu intègres ou pas à l'intérieur de tes process autour. Et il faut cette compréhension processus avant tout. Donc, ouais. Et sinon, pour répondre à la question, tout va bien. Ouais, 7000 heures, on a le chiffre. Et ouais. de l'autre côté, on a Anthony, notre expert en automatisation. Donc, c'est un peu lui qui met les mains dans le workflow, les intégrations, les données des entreprises, tout ce que le reste du monde voit dans les grandes lignes, mais où peu de personnes finalement comprennent exactement la puissance et les limites. Donc, en clair, tu vois un peu ce qui fonctionne vraiment sur le terrain. T'as vu, j'ai travaillé ça. Ouais, c'est pas mal. Comment tu vas ? Ça va super. Je te remercie, Adam. Et ouais, exactement. Donc c'est moi qui m'occupe de la partie technique, quand même avec un petit coup de main d'Yann, hein. Il adore dire qu'il est pas technique, c'est une protection, mais en vrai, Je suis le vibe codeur. ouais, c'est le vibe codeur fou. Mais ouais. Écoute, ouais, exactement. Alors j'ai pas 7000 heures moi de mon côté de temps passé sur de la restructuration de boîte au niveau de la partie tech, etc. Mais j'ai quand même passé pas mal de temps à essayer d'optimiser des boîtes dans mon ancien travail qui était donc moi je bossais en fiduciaire avant,
Donc mine de rien, on a quand même une grosse partie où on essaye d'optimiser les choses, que ça soit d'un point de vue informatique ou d'un point de vue financier du coup. Donc j'ai ça et ensuite j'ai ce passage à l'école 42, je vais pas me répéter, mais voilà, qui m'a amené sur cette partie technique. Donc je m'occupe de tout ça actuellement, effectivement, on essaye de faire des choses qui fonctionnent. Je rebondis sur ce qu'il a dit Yann, c'est super intéressant et je pense que ça doit être la phrase qu'il faut garder de ce début d'épisode, c'est que l'IA n'est pas un gadget. Elle est prise pour un gadget par tellement de monde et ce n'est absolument pas le cas. Il y a des choses incroyables à faire avec. Il faut juste que ça soit bien fait et que ça soit maîtrisé. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler trop technique. Le but de cet épisode, c'est de parler un peu plus business. Et je pense qu'on a plein de choses à dire. On a plein de choses à dire aussi de ce point de vue-là parce nous, on a mis quand même les 2 pieds dedans, hein, comme des fous un peu ce début d'année sans trop se poser de questions. Donc on a fait un peu toutes les erreurs possibles et inimaginables et on a aussi fait des choses plutôt pas mal. Donc je pense qu'on a pas mal de choses à amener aux gens finalement sur cet épisode. Mais merci, mais j'aimerais bien revenir après sur cette notion de gadget aussi. Même si c'est pas le point central de l'épisode, je trouve ça quand même intéressant de voir la proportion des gens qui continuent à voir ça comme un gadget ou comme quelque chose de réel et puissant pour une entreprise. Mais dans un premier temps, pour revenir un peu du coup dans le contexte, vous êtes associé en ce début d'année. Donc, si on reprend à partir de ce moment-là, dans votre rencontre et d'une fois que vous êtes dit que vous allez travailler ensemble, quelle a été un peu votre vision quelle a été votre vision et surtout un peu votre business model en fait pour la suite? Je sais que de base, c'est vraiment implémenter l'IA dans l'entreprise, mais est-ce qu'il y avait une direction ou est-ce que c'était un peu on verra et puis on fait du sur-mesure et on regarde ce que ça donne? Je pense que Yann, c'est bien quand même que tu parles parce que Yann, Adam, tu l'as dit avant, du début de Futur Digital du coup en 2024. Comme ça fait Ouais, quand même la Moi, belle volontiers. transformation hein, depuis là. ouais, clairement. En fait, à la base, Future Digital, ça a été créé comme une spin-off du coup de Fair IT, qui était la société sœur finalement, éditeur et intégrateur de l'ERP. Puis en fait, à l'époque, quand on a discuté de ça en 2023, l'idée c'était de créer une boîte qui, si tu veux, est plus chapeau, produit, ERP, etc., mais une vision plus numérisation, digitalisation des entreprises, un aspect un peu conseil. Puis si tu veux, moi, au tout début, je m'étais dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais vendre avec cette boîte? Et je me suis dit, bah, je vais vendre en fait des diagnostics et des sortes de feuilles de route et de rapports de recommandation. Parce que ben, ça l'est toujours aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé, mais tout était à faire en 2023 au niveau digital. Parce que malgré tout ce qu'on nous rabâche tout le temps, il faut savoir que il y a des boîtes qui n'ont même pas passé l'étape de la numérisation. Tu vois, on dit il y a plusieurs étapes, il y a numérisation, digitalisation, etc. Maintenant, il y a toutes les phases aussi de l'IA. Il y a des boîtes qui travaillent encore avec du papier en 2025, qui ont zéro outils digitaux pour soutenir leurs process et qui ont des process qui ne sont pas du tout pensés digital. Et donc, je me suis dit, bah, je vais tabler sur mon expérience ERP. Mais tu vois, quand tu installes un ERP, bah, tu es quand même toujours limité à ce que ton produit peut faire, même si c'était un produit qu'on pouvait énormément personnaliser. Et du coup, tu vois, tu n'as pas un CRM. Donc, si le besoin du client, c'est vraiment un CRM pointu, bah voilà, tu peux pas aller lui vendre du Pipedrive ou lui installer du HubSpot et tout ça. Donc, je me suis dit, ça peut être cool. Je sors un petit peu de ce prisme ERP et du coup, je vais vraiment sur l'aspect solution d'analyse digitale globale. Puis je fais des recommandations comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pas évident à vendre si tu veux juste une sorte de rapport ou d'analyse parce que les gens après derrière ils veulent quelque chose et donc du coup bah, dans ce cas-là tu vois tu dois t'entourer de plein de gens et tout, ça devenait compliqué. Et surtout que depuis 2023, bah, en fait moi j'étais passionné d'IA. En 2023, en été 2023, je faisais déjà, je pense que je devais être un des premiers dans le coin. Même si je suis pas autant connu que ceux qui se disent être les premiers, mais à faire des formations ChatGPT. J'ai commencé en juillet 2023. J'ai eu, je crois 300 participants en tout qui sont venus ici dans la salle où on tourne maintenant au 8e étage au boulevard de Pérolle se former. Qu'est-ce que c'est ChatGPT? Qu'est-ce que ça va changer, etc. Et du coup, tu vois, j'étais assez tôt dans cet aspect IA. Puis en 2024, ben, j'ai rencontré Anthony sur LinkedIn. Puis du coup, le courant a bien matché parce qu'en fait, moi, je commençais à faire du contenu LinkedIn et c'était un des seuls en Suisse romande qui en faisait aussi.
il avait fait du building public sur des SaaS, des trucs, et j'ai dit là, il y a une énergie super cool. Puis on avait échangé, on s'était vu, on avait été boire un café à Montreux et tout. Et puis le courant était bien passé. Puis en fait, les deux, en gros, on se cherchait un peu dans le sens où c'était pas hyper clair ce qu'on voulait faire. Et en 2024, ben moi j'ai quand même pris si tu veux, le bateau IA ou le train IA. Et donc du coup, ben moi je pouvais conseiller un petit peu sur l'IA, mais je pouvais pas implémenter. Puis Anthony, lui, ben il expliquerait un peu mieux, mais il se lançait là-dedans un peu automatisation IA. Et du coup, on a commencé à collaborer ensemble. Puis en fin d'année, ben on s'est dit ouais, ben, comment on continue pour 2025 ? Il faut qu'on se mette ensemble. Et du coup, il a rejoint le bateau. Et puis ben effectivement. Maintenant, on développe ça. Puis peut-être qu'Anthony, il peut compléter avec la vision ou justement le manque de vision ou les changements de vision du début d'année. Ça peut être intéressant sûrement. Ouais, ouais, vas-y Adam, si tu veux reprendre. Ouais, je voulais juste dire que c'était en fait hyper intéressant dans le sens où quand tu avais lancé du Futur Digital, en fait, c'était pas du tout de base quelque chose d'IA. Non. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas en tête vraiment. Digitalisation, ouais, ça je sais que c'est encore une grosse problématique aujourd'hui en Suisse. Ce serait peut-être intéressant après de voir où est-ce que ça bloque. Est-ce que le marché roman en Suisse, sans parler forcément de l'adoption, mais est-ce un bon endroit pour faire du business IA ? Mais sur l'autre côté, ouais, j'aimerais bien entendre Anthony et peut-être ajouter un point, c'est pour ça que je voulais reprendre la parole aussi, c'était peut-être ajouter comment tu as fait en fait pour ne pas tomber dans le bruit de l'IA pendant que tu trafiquais de ton côté avant de rencontrer Yann. Comment tu as fait pour ne pas tomber dans le bruit et de faire un peu comme tout le monde et te dire ok, on va vraiment si je vais vraiment m'associer avec Yann pour faire des solutions dans les entreprises et pas proposer des workflows Gmail, etc. Ça a été au début, il en faisait. Après. Au début, il en faisait. Non, c'est clair. Mais moi, aucune honte là-dessus. Ça fait partie du parcours et c'est hyper Bien intéressant pour les gens, je pense, de savoir ça. Donc moi, je la fais courte. Du coup, 2024, grosso modo, moi, je me lance en 2024 en tant qu'indépendant, faire de l'implémentation, etc. Mais plus du coup sur des solutions au début comme Make dans un premier temps, parce que moi, je découvre un peu ce monde de l'automatisation. Je viens de 42, du coup, pur code. Et en plus, 42, c'est vraiment... c'est deep, quoi. C'est pas ce qu'on voit actuellement. Pour ceux qui savent, tu codes en C, etc. Enfin, c'est pas très visuel de ce que tu peux faire avec, on va dire. Tu vois, c'est très bas niveau, etc. Puis là, je vois des solutions comme Make. Très peu de monde en parle, en tout cas en Suisse romande. Et je me dis, mais attends, c'est incroyable. Donc, je me dis, je vois directement la liaison, si tu veux, avec le besoin des entreprises. Vu qu'à ce moment-là, j'étais en fiduciaire. Donc, je voyais toutes les problématiques qu'on avait, ne serait-ce qu'à récupérer des documents. Enfin, bref, à faire plein de choses. Je me dis, là, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Puis, je me pose pas tellement 10 000 questions. Du coup, je démissionne, je me lance. J'avais pas un rond. Ça, c'était assez marrant. Assez compliqué, mais assez marrant. Et du coup, très naïvement, je me dis... ça, c'est aussi une chose qu'on pourra développer, mais je crois un peu tout ce qui est mentionné sur LinkedIn et les différents réseaux. Je me dis, mais attends, ça va être facile. On va faire 3 semaines, 10 cas par mois. 3 semaines, 10 cas par mois. Ça, on en avait déjà parlé avec Yann d'ailleurs. Et vraiment, naïvement, je me dis, franchement, ça va le faire. Mais je pense que tu as besoin de cette naïveté aussi pour te lancer, sinon c'est trop complexe. Mais bref. Du coup, je me lance en tant qu'indépendant. Bref, petit passage à vide pendant quelques mois. Ensuite, ça commence à prendre honnêtement quand même beaucoup d'efforts sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on se rencontre avec Yann, du coup. Je commence à avoir mes clients. Bref, ça commence à tourner. Toujours sur des workflows. Après, on passe sur N8N. Enfin, on s'améliore de jour en jour. J'avais un peu délaissé cet aspect code. Donc finalement, quand on se revoit avec Yann et qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire, on part là-dessus. Donc c'est ce qu'on sait faire. On se dit c'est là-dessus qu'on va partir. On essaye pas de packager un peu le tout. Début d'année 2025, on se dit on va vendre des agents. Donc si vous entendez mes théories actuelles que les agents sont compliqués à mettre en place actuellement, imagine-toi en début 2025. C'était pas ça. Mais écoute, on se dit on va faire ça, on package des trucs, machin. Donc on vend. On vend, Yann y vend. Yann y vend, on vend pas mal de choses. On fait des jolis chiffres. Mais sauf que derrière, il faut assumer déjà tout le travail qu'on a vendu. Le travail qu'on a vendu pas si cher que ça. Donc ça, c'est un peu la première erreur. On s'est dit, on va réussir à packager à fond pour gagner un maximum de temps et du coup augmenter le taux horaire qu'on aurait à la place de faire de la régie et de vendre à l'heure. Pas du tout. Ça n'a pas fonctionné du tout. C'était catastrophique. Je pense que franchement, j'ai dû frôler le burn-out à la fin du premier trimestre. Entre guillemets, je sais pas si c'était un burn-out, mais en tout cas, j'étais bien fatigué.
Du coup, ça, c'est un peu le premier truc. Et je sais pas si je vais pas dérouler toute l'année maintenant, mais disons qu'on a commencé comme ça. De ce point de vue-là, on a commencé, à l'inverse de ce que tu disais, Adam, on a commencé par faire des workflows, des agents, des choses comme ça. Et un peu tester le terrain, hein. C'est un marché tout neuf, en vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai pas du tout honte de ce qu'on a fait. Et on s'est quand même bien en sorti, mais on a testé effectivement plein de choses pour trouver le positionnement qu'on a actuellement. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais rajouter. Bah, c'est clair, si maintenant on avait une baguette magique pour revenir en arrière, on ferait les choses toutes différentes, mais je pense qu'au moment T, quand tu lances un truc, et moi finalement je valorise assez cette approche, c'est que bah, il faut tester quelque chose, et il faut lancer quelque chose. Et à cette époque-là, effectivement, moi je bidouillais aussi dans la partie automatisation, Make, N8N, etc. J'étais à fond sur intégrer des briques d'IA dans ces workflows. Et du coup, bah, effectivement, on s'est dit, voilà, le marché, il est là, les petites PME, elles ont besoin de gagner du temps, etc. On a ces compétences, on va vendre ça. Et tu vois, si on s'était lancé à ce moment-là à se dire, on va faire des solutions complètes avec de l'interface, avec du front-end, avec des déploiements, avec du Azure, avec enfin, toutes les complexités peut-être techniques. Voilà, on a dit qu'on parlait pas de technique, mais voilà, que Anthony doit gérer aujourd'hui pour le monitoring, pour la protection des données, tout ça. Mais on n'aurait rien démarré parce qu'en fait, je pense que quand tu es dans une phase comme ça, soit tu te lances dans quelque chose où tu peux vendre, c'est-à-dire trouver ton marché, tester ton marché, vendre, avoir du retour client, se prendre une grosse claque dans la gueule tout de suite. Soit c'est une autre approche, tu lèves des fonds, tu paries sur un produit ou une tech qui est pas du tout mature, tu burns du cash pendant hyper longtemps et puis tu as des investisseurs qui te soutiennent. Et là, du coup, il fallait tester le marché, générer du revenu assez vite. Mhm. Bah après aussi, je trouve qu'aujourd'hui, on en parlait dans le dernier épisode avec Yann, ce que j'avais relevé, c'est que aujourd'hui, déjà comparé en début d'année 2025, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont un peu dedans, même pour moi, tu vois, qui suit tout ça, bah, on est beaucoup plus à prendre gentiment conscience de où en fait les briques d'IA se mettent dans une entreprise comparé en début d'année où c'était un peu une foire. Donc, je pense Ouais. aussi c'est quelque chose qui aidait pas. Donc, moi, la question qui me vient, c'est du coup, vous aviez pensé ça à peu près comme ça, donc sur le mode agent, packagé, tout ça. Mais toi, Yann, quand tu allais voir des gens, qu'est-ce que tu vendais réellement? Est-ce que tu t'adaptais? Tu disais oui, tout ce que Tout tu est veux ça, possible. on Tout te est le vend. possible, mesdames, messieurs. Mais Toi, c'est, qu'est-ce que tu veux? C'est toi, qu'est-ce que tu veux? Et moi, et même le problème, c'est ça, c'est que moi, je suis très bon pour créer des besoins chez les gens, des besoins qu'ils ont peut-être pas forcément. Et typiquement, tu vois, de nouveau, des agents pour gérer automatiquement ta boîte mail, pour enfin, des agents WhatsApp, des trucs comme ça. Alors encore une fois, on a certains clients qui ont toujours ces agents qui tournent et qui en sont très contents. Donc pour eux, c'est pas un gadget, c'est un vrai gain de temps. Mais je dirais de manière générale, on vendait un peu des trucs gadgets. Par contre, bah, de nouveau, tu vois, moi j'ai cette chance et cette force et cette expérience, c'est que quand je discute avec un entrepreneur, quand je discute avec un cadre ou quelqu'un qui s'occupe de gérer un process ou des process, bah, en fait, je sais exactement, et encore plus aujourd'hui après 10 mois de recul, si tu veux bien, là où ça fait mal, là où il y a du temps qui est perdu, et du coup, combien ça... Bah, alors, le combien ça coûte, moi j'ai toujours tendance à chiffrer plutôt un peu bas par rapport à ce que Anthony il a besoin derrière, parce qu'encore une fois, implémenter vite fait c'est une chose, faire les choses correctement c'est une autre, mais du coup, tu vois, à mettre un coup là-dessus, puis à vendre un ROI derrière. Donc voilà, dès le moment où j'ai rendez-vous avec quelqu'un, j'arrive... Puis après, ben, par contre, ça, j'ai bien changé d'optique aujourd'hui, et puis Anthony aussi, on vend pas pour vendre. ouais. En fait, Mhm. notre facteur, l'objectif, c'est pas, yes, on a signé, on fait du chiffre d'affaires. L'objectif, c'est, yes, on a signé un truc où on est sûr, alors tu peux jamais être sûr de rien, mais on est sûr à 99% qu'on va amener une belle valeur et qu'elle sera mesurable et que du coup, le client sera content. Et là, en fait, ça filtre tout de suite tes projets. Ça a été un shift majeur d'ailleurs, hein, Ouais. dans nos discussions aussi, de se dire, franchement, ok, on a vu ce que c'était, on a vendu, on a essayé, même par rapport au reste du marché, on a quand même voulu se distancier de tout ça, tu vois, de tout ce que tu peux voir sur LinkedIn, encore une fois, de vendre pour vendre.
Nous, c'est pas notre rôle. Actuellement, on est quand même une entreprise de service, on est proche de nos clients, on est sur un petit marché. Actuellement, hein, on est en Suisse romande. Donc, si tu veux, on peut pas se permettre de vendre pour vendre et de faire de la merde derrière. Nous, notre rôle, c'est vraiment de trouver des projets qui ont un fort impact, de les pricer correctement, du coup, pour avoir le temps de faire quelque chose qui aura une forte valeur et qui aura une durabilité aussi dans le temps, c'est important, et que l'entreprise soit contente. C'est vraiment super important. C'est un shift aussi qu'on a pris. C'est une décision, elle n'est pas facile à prendre, hein. Parce que vendre des projets à 3000 francs, c'est super simple. Comme en début d'année, franchement, t'as quasi aucune résistance en face de toi pour une boîte. Mais vendre des projets à 30 000, 50 000, 100 000, là, c'est un peu plus compliqué et là, il faut être sérieux derrière. Oui, et puis surtout qu'à 3000 francs, en fait, avec juste au niveau du prix, les gens ils se disent de toute façon, je sais que c'est pas ça qui va changer en fait ma boîte, tu vois. C'est comme tu C'est vrai. disais, tu m'as vendu un gadget et écoute, c'est cool, ça me fait gagner un peu de temps et puis voilà, mais je sais que c'est pas ces 3000 francs là qui vont tout changer mes process. Pour revenir là-dessus, quel quel a été vos retours un peu de vos clients en fait en début d'année justement? Tu m'avais dit que tu avais certains de ces agents qui tournaient encore et que les clients étaient plutôt satisfaits. Mais sinon, dans la globalité, quel a été les retours? Est-ce que les gens étaient plutôt contents dans le sens où, yes, regardez, j'ai mis un pied dans l'IA, j'ai un workflow Gmail ou un agent WhatsApp, ou je veux dire, quelles a été les premières complexités? Je sais qu'Anthony, tu as eu de la complexité au niveau technique, si tu veux peut-être un peu plus développer là-dessus, hein. J'ai juste eu un bug de son, pour être honnête. La question, c'est juste ça. Il y a rien eu avant que je dois répondre. Non, je reprenais un peu ce que disait Yann. Moi, où je voulais en venir, en fait, c'était euh, à quel moment, en fait, tu parlais un peu justement Hmm. de ce mini Shift. burn-out dans le premier trimestre. Ouais, à quel moment, en fait, vous êtes fait ce shift? Et surtout, dans un premier temps, excuse-moi, quel a été le retour des clients, en fait, sur ces premiers gadgets que vous avez pu vendre? Hmm. Mitigé, hein, c'est toujours la même chose en fait, ça dépend. Comme il dit Yann, il y en a qui ont été super contents parce que du coup, coup de bol ou bien cadré ou j'en sais rien, mais finalement le projet avait un intérêt quand même derrière. Et il y en a de ceux, c'était un peu plus une phase exploratoire et du coup, aussi compliqué à mettre en place typiquement. Peut-être le résultat aussi imaginé n'était pas là, mais ça va aussi, c'est un truc qu'on pourrait aussi débattre, mais les gens ont aussi, de moins en moins, mais en tout cas en début d'année, avaient des espérances assez folles avec l'IA générative, cet aspect baguette magique hein, que Yann aussi tu mentionnes beaucoup et qui est très juste. Mais globalement, écoute, franchement, ça a été. Je dirais si je devrais dire quelque chose, c'est ça a été. On s'est bien en sorti. On a bien sorti la tête de l'eau. Compliqué, hein, parce qu'un deuxième trimestre pas simple. Mais voilà. Après, mini burn-out. Franchement, j'ai dit ça, mais n'employons pas ce terme parce que il y a des gens qui font réellement des burn-out et je pense que c'est compliqué pour eux. Je dirais que Mhm. j'étais plus dans une phase de fatigue extrême à la fin de ces 3 mois mentalement, mais de par enfin, il faut bien s'imaginer un truc quand tu fais des projets sur mesure, que ça soit du N8N, même du make, on s'en fout, hein. Mais des projets sur mesure, tu réinventes le truc quasiment à chaque fois. Tous les clients sont différents. Ça prend un temps monstre. Il y a des contraintes. Il y avait même des contraintes techniques à ce moment-là, des choses qui fonctionnaient tout simplement pas. Enfin bref, du coup, sur 15 projets, tu deviens fou, quoi. Surtout, c'était des petits projets qu'on avait, encore une fois, qu'on n'avait pas vendu super cher. Je pense qu'on a dû baisser notre taux horaire à, je sais pas, à 50 20. balles de l'heure. Ah ouais, franchement, ouais, j'allais dire 25, tu vois, t'es encore plus gentil, Ouais. mais ouais. Mais c'est tout le problème, je pense. Et en fait, encore une fois, de nouveau, tu es toujours plus intelligent après. Mais Bah oui. aujourd'hui, dans un domaine comme l'intelligence artificielle, de manière générale, qui a quelque chose, qui est une technologie qui n'est pas finie, qui fait que Mhm. d'évoluer, c'est très très difficile de se dire, ah ben moi, je vais faire ça dans ce domaine de l'IA, dans ce type d'entreprise, et je vais me concentrer là-dessus. Tu es obligé de passer par cette phase où tu testes, où tu échoues, où tu te rends compte que finalement le ROI pour les entreprises il n'est pas là, que la valeur ajoutée de cette technologie ou de cet outil-là elle est pas bonne. Et ça se voit. Aujourd'hui, si tu regardes, moi j'en suis quelques-uns sur LinkedIn, il y a plein de gars qui sont alors beaucoup plus tech et dans de la deep tech de l'IA, c'est la 3e ou 4e fois qu'ils pivotent. Bien sûr. Tout simplement parce que
on est dans une techno qui est aujourd'hui, à mon avis, peut-être j'exagère et j'abuse un peu avec ce chiffre, mais le facteur adoption de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie, c'est même pas 1%. Tu vois, on voit ces bullshit de Microsoft et compagnie qui disent qu'en Suisse, 70% des boîtes, elles ont adopté l'IA. Que dalle, elles ont pris des licences Copilot. Une licence Copilot, ouais. Ouais. Et du coup, quand tu es dans un marché où l'adoption, elle est comme ça faible, parce que, voilà, pour toutes les raisons qu'on connaît, on les a déjà dit, il y a l'inertie, il y a la peur du changement, il y a tout simplement la lourdeur des boîtes pour adopter ce genre de trucs, il y a les changements de culture, c'est complexe. Bah, tu peux pas dire ah ouais mais moi j'ai trouvé ça c'est la poule aux œufs d'or, je vais aller là-dedans, on va monter en compétence là-dedans et on va faire du speech to text, on va se spécialiser là-dedans et on va faire des agents téléphoniques pour les dentistes, j'en sais rien. Enfin tu vois là aussi je prends ce cas parce que justement il y en a plein qui faisaient ça l'année passée et ils ont changé. Parce que finalement les agents vocaux ils sont pas encore matures pour qu'un dentiste, en tout cas un dentiste de qualité, se dise bah oui, c'est un gain de temps pour mes collaborateurs et mes clients, ça les aide. Aujourd'hui, on n'est pas là. On n'est pas loin peut-être, mais on n'est pas là. Et du coup, bah, t'es bien obligé de faire des projets, vendre des projets pour t'en rendre compte. Parce qu'en mode prototype, il y a tout qui fonctionne. C'est ça. Et du coup, c'est une chose qu'on a fait, qu'on a bien fait, c'est qu'on a privilégié le fonctionnel à l'aspect, tu vois, poudre aux yeux qu'on voit actuellement. C'est ce que je dis à chaque fois dans mes posts, tu vois. On fait des choses pas sexy, mais au moins ça fonctionne et ça a une réelle valeur ajoutée derrière. Et donc, d'où le fait de vraiment faire du sur-mesure, d'analyser les besoins et de voir où cela peut apporter de la valeur. Ouais. Bah, c'est une de nos forces, surtout qui est portée par Yann, tu vois, cet aspect-là, donc on va pas s'en priver finalement. Ouais, puis surtout que pour prolonger ce qu'on disait au début, en fait, c'est bien ça le problème. C'est qu'on est arrivé avec une nouvelle couche technologique qui finalement nécessite que la couche d'avant soit bien implémentée. Et le travail d'implémentation de l'aspect digitalisation au sens large du terme, avant de rajouter la couche d'IA, il n'est pas fini dans la moitié des boîtes. Tu vois, aujourd'hui, et c'est pas une question de taille, c'est pas une question de. Alors oui, tu as des domaines, il y a des avocats qui sont beaucoup plus en mode papier, parce que du coup, il y a des questions aussi de mœurs et de façon de faire. Il y a le médical qui sont très mal servis. La digitalisation, elle est peut-être plus facile dans certains domaines que dans d'autres, mais c'est même pas une question de taille. Tu as plein de boîtes, elles ont adopté dans les 10 dernières années ou 15 dernières années avec la mode des SaaS, avec la mode de tous ces produits verticaux qui sont sortis. Tu vois, moi j'étais dans une boîte, ils sont 1000 en Suisse, 50 000 dans le monde. Ils ont un monstre outil pour la gestion de l'aspect service client. Ils ont un immense outil, en l'occurrence Salesforce pour le CRM, ServiceNow pour justement l'aspect client. À côté de ça, les techniciens, ils sont sur site et ils doivent timbrer dans des feuilles Excel, quoi. Donc, tu vois, on est sur une digitalisation qui n'est pas finie, qui n'a pas apporté le ROI qui a été attendu, puis tu veux venir mettre là-dessus une couche d'IA. Donc, tu es obligé de faire cette analyse et de se dire attends, peut-être qu'on va déjà utiliser l'IA pour bien lier tous vos outils entre eux, déjà gagner du temps avec ça, et après, on mettra de l'IA sur vos process. Je ne sais pas si Anthony, tu es d'accord avec ça, mais... Moi, je suis plus que d'accord. Et c'est ce que tout le monde devrait adopter comme vision. On en revient toujours à la même chose, c'est de satisfaire le client en premier avant de vendre de la merde. Et ça passe par du coup se dire, ok, ce que tu as déjà en place, est-ce que vraiment on peut faire quelque chose avec? Mais là, on va se répéter, c'est quelque chose qu'on dit à chaque fois, mais je pense que c'est bien de le répéter quand même. Est-ce que vous êtes en capacité, avec ce que vous avez actuellement, d'absorber, tu vois, une brique d'IA dans vos process? La plupart des entreprises, la réalité, c'est que non. Ils ont des logiciels qui sont legacy, qui tiennent plus la route, qui en plus coûtent des dizaines de milliers de francs à l'année. Enfin bref, tu as plein de problématiques qui passent avant finalement l'intégration de l'IA et sur lesquelles finalement on aurait plus de valeur ajoutée de travailler là-dessus que de venir ajouter une couche d'IA générative. Et enfin voilà, c'est un peu ce qu'on fait actuellement. On se positionne sur tout ça. En fait, ce qui est fun, c'est que les gens ils nous appellent en disant je veux intégrer de l'IA. Et dans beaucoup de cas, on va chez eux et on se rend compte que... Alors oui, en fait, on capitalise sur la technologie IA parce que, comme on en discutait avec Anthony l'autre jour, grâce aux outils d'IA, pour coder notamment, pour reviewer, pour tout ce que tu veux, on arrive à faire à deux, dont un non-tech, ce qui nous aurait fallu 10 ou 15 personnes il y a 2 ans et demi ou 3 ans.
Donc en fait, on va pouvoir capitaliser, nous, sur notre compétence de l'IA, parce que nous, je pense qu'on l'a adopté. On est assez AI first quand même, pour créer des solutions qui n'embarquent pas forcément de l'IA et qui répondent vont amener un ROI tout de suite et vont surtout poser les briques pour aller plus loin après. Mais en fait, tu vois, du coup, les gens, ils nous appellent, ouais, moi, je veux mettre de l'IA. On va, puis on dit, ouais, mais en fait, c'est pas de l'IA qu'il vous faut, c'est un logiciel, c'est du code qui fait des calculs et qui vous simplifie la vie par rapport à tout ce que vous faites à la main. C'est une vue pour visualiser vos données et pouvoir interagir avec, pour faire des actions pour un planning ou un truc de manière un peu différente. C'est pas de l'IA qu'il vous faut, tu vois. Et c'est assez rigolo, mais c'est intéressant. Et, après, par la suite, du coup, dans votre Switch, c'est quoi que vous avez changé radicalement et qui vous avez fait gagner déjà plus de temps et puis peut-être plus de liberté mentale? Alors ça, je sais pas si on est arrivé à de la liberté mentale actuellement, mais Non, non, non. mais Plus ça, de voilà, clarté. clarté peut-être. Après c'est quelque chose. Ça, entreprendre c'est dur, hein, de toute façon. Il y a pas de. Et ça, j'aimerais le marteler pendant cette vidéo. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est ce que je dis à chaque fois. Il faut arrêter de croire. Faut pas être dans mon Et cas. encore plus, Anthony, dans des business d'opportunité comme celui-là. Ah, clairement, clairement. Tu vois, si l'entrepreneuriat, c'est dur, Oui. mais là, on te fait miroiter que c'est facile de créer ton SaaS malgré que tu connais rien, de le vendre à des entreprises, mais t'oublies, c'est le Non, truc non, le plus complexe. Par contre, c'est tomber. peut-être moins difficile, même si ça reste dur, de lancer une boîte si tu sais un peu utiliser tes mains. Je sais pas, tu lances une boîte de déménagement, tu la repenses un peu différemment et du coup, c'est des choses qui sont connues, cadrées. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dès que le marché il est déjà défini, bah voilà, t'es un acteur Ouais. de plus. Si tu fais bien ton job, ça ira. Nous, le marché, on est en train de le créer, mais du coup, c'est hyper fun et hyper stimulant. Après, t'as un côté compliqué où ben les boîtes, elles sont pas encore au courant de tout ça, l'adoption, bref, voilà, on va pas refaire tout ça. Mais oui, c'est dur, c'est pas facile. Et on est passé justement, si on reprend la chronologie, donc on a fait ces 3 mois-là, on a vendu X, et ensuite on est passé par 3 mois de, je sais pas comment on peut appeler ça, de traverser du désert un peu entre guillemets, hein, où on était un peu en stand-by, où on a eu des réflexions, qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on fait. Après on a switché, ah oui, il y avait aussi ça. Parce qu'en Formation. parallèle, du coup, on fait de la formation. Et bah, la formation, mentalement, c'est beaucoup plus simple, ça prend beaucoup moins de temps. Et c'est quand même assez bien, ça rémunère assez bien, hein, franchement. Donc là, on s'est dit, oh mon Dieu, mais là, on a trouvé. Là, on a trouvé. On va faire que ça. C'est évident. Et du coup, on faisait des masterclass en présentiel, une journée. On vendait à X la place, une dizaine de participants. Et donc, on s'est dit, waouh, ça, c'est incroyable. Mais en fait, on s'est vite rendu compte qu'il fallait remplir ces masterclass. Il fallait que 10 personnes arrivent à se coordonner sur un jour X, se libérer une journée complexe et venir assister à ces formations-là. Donc on a testé ce Et modèle on était aussi. trop en avance aussi. Je pense que Ouais, ça, c'est un d'être de en nos avance aussi. gros points faibles, peut-être à mentionner. C'est la fameuse Ouais. question du product market fit ou du service market fit. C'est Et très en juste. fait, tout de suite, on s'est dit, ah ouais, mais on va former les gens à l'automatisation. Et en gros, c'est un marché hyper niche parce que, tu vois, les gens, ils savent déjà pas utiliser un clavier et une souris, donc leur apprendre enfin, malgré tout, justement, l'adoption digitale étant ce qu'elle est, libérer une journée pour un patron et venir apprendre et comprendre ce que c'est l'automatisation IA, commencer à mettre les mains dans des fonctions JavaScript et tout. Pour nous, ça semblait complètement normal. C'était logique. Ouais. Et en fait, au début, ça a très bien marché parce que les gens qui étaient dans ce mood-là, ils sont tous venus. Mais après, faut trouver tes clients. Et de nouveau, on était trop en avance, je pense. Moi, je trouve la problématique avec les formations d'automatisation, etc., c'est que il y a beaucoup de gens qui sont devenus bons en apprenant que par eux-mêmes, qui n'ont pas forcément pris de formation, qui ont été bidouillés parce que toutes les informations existent sur le web, où ils apprennent assez par eux-mêmes en trafiquant avec Make. Mais quand les gens commencent et qu'ils ont accès à, comme vous avez pu avoir, une communauté qui est là-dedans ou de la formation, et en fait, ils deviennent très vite, ils deviennent très vite dépendants de ça et font plus forcément le travail à côté. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression, ils font plus trop le travail à côté. Et en fait,
de la formation là-dedans ou de l'accompagnement, ça demande extrêmement de temps, même pour Ouais. peu de personnes, parce que au final, ils vous voient, vous, comme étant la référence et ils vont plus faire le travail de recherche ou de bidouillage à côté, quoi. Je suis assez d'accord avec ça. C'est très vrai. Mais après, là où je suis encore plus d'accord, c'est sur l'aspect que ça demande du temps. Et en fait, les gens se rendent peut-être pas compte de ça. Et nous aussi, on se rendait pas compte, je pense. Alors ça, on peut bifurquer aussi sur l'aspect communauté. On avait lancé une communauté aussi. Et en fait, si tu veux vraiment mettre, comment t'appelles ça? Si tu veux réellement créer, enfin, tu vois, on s'était mis une mission dans la tête, c'était vraiment d'aider les gens à faire toutes ces choses-là, mais un réel apprentissage là-dessus, tu vois. C'était vraiment ça notre mission de base. Et si vraiment tu veux faire en sorte que cette mission, elle soit réaliste et qu'elle ait des effets, ça demande un temps, mais de malade pour accompagner les gens. De malade. Et ça passe peut-être par ce que tu es en train de dire là, où du coup, vu qu'on devient la référence pour eux, parce qu'ils sont dans cette communauté, etc., pas qu'on soit les meilleurs, mais en tout cas, ils nous font confiance, et ben, toutes les interrogations qu'ils ont et qu'ils iraient grailler par eux-mêmes, en fait, ça se repose sur nous, ils viennent nous demander à nous. Et en fait, nous, l'investissement en temps, il était énorme, énorme, énorme. Si tu veux vraiment amener quelque chose, si tu veux pas juste faire une petite formation de merde et puis dire, tiens, débrouillez-vous, et puis en fait, t'amènes aucun retour sur investissement aux personnes. Enfin, tu vois, toutes les formations qu'on connaît, si tu parles du dropshipping avant, maintenant tu as eu ça avec l'automatisation, et tu auras ça demain avec autre chose. Et ben, si tu veux vraiment faire changer les gens, c'est un travail à temps plein. Mhm. C'est tout le problème et je pense que c'est là où j'allais en venir, c'est qu'au final, bon, la formation, c'est rentable, c'est beaucoup moins prenant, mais en fait, l'impact, il est minime. Parce Ouais. que, en gros, on l'a vu, à part quelques personnes qui valorisent vraiment ce qu'ils ont appris, qui l'appliquent, Est-ce qu'on pourrait pas mais passer je un te parle. big up à Vincent quand même, par Ouais, bah, exemple? Vincent, je pense aussi à Benoît des ascenseurs À ménétrés et Benoît aussi, Stéphane, ouais. par exemple. Tu vois, en fait, eux, ils sont dans une logique de on doit faire mieux, on doit apprendre, on doit changer. Et par exemple, bah, pour les citer, voilà, ils ont créé des apps. Nicolas Jeanneret aussi, J'aimerais, de ouais. Patrick Concept, qui, tu vois, du coup, lui, il fait tout ça sur son temps libre. Enfin, il y en a plusieurs comme ça dans la communauté qui sont venus à nos formations et qui en ont fait quelque chose. Mais après, la plupart, il y a des contraintes, premièrement, de sortir de sa zone de confort, il y a des contraintes de temps, et il y a des contraintes que, encore une fois, je suis pas sûr aujourd'hui qu'un patron qui gère une boîte, je dis n'importe quoi, mais de plomberie, actuellement, ils doivent se concentrer, lui, sur apprendre l'automatisation et la faire lui-même, tu vois. Je pense qu'il doit gérer sa boîte de plomberie et il doit faire appel à des gens comme nous. Et de nouveau, je pense qu'on avait une vision un peu biaisée de se dire ouais, mais en fait, il faut que tout le monde apprenne ça et que tout le monde se démerde et nous, on peut accompagner après. Oublie. Et d'autant plus que on n'a pas ici une culture justement de la débrouillardise, de valoriser la mise en action de ce qu'on apprend. En fait, on est dans un pays, et c'est malheureux, je trouve, mais on est dans un pays où on achète des diplômes. On est dans un pays où il faut faire un brevet, on t'apprend n'importe quoi, on te bourre le crâne avec des conneries, tu vas à l'université, t'achètes un papier. T'achètes en tout cas pas une mise en pratique. Attention, oula, pourquoi je mettrais ça en pratique? J'exagère un peu le trait, bien sûr. Les brevets c'est génial qu'on puisse faire ça en Suisse, qu'on puisse du coup accéder à des formations supérieures sans passer par le collège, par l'uni, par la voie traditionnelle académique. Mais ça reste qu'on est un pays où on va valoriser ce genre de papier quand on va t'engager dans une boîte. On va pas valoriser ce que tu as appris par toi-même sur YouTube et que tu as pu mettre en place. Non, moi je Tu trouve que vois, t'avais pas besoin de te justifier, honnêtement, 100% raison avec ce que tu disais. C'est malgré que c'est bien qu'on ait accès, et encore, enfin, on a accès, oui. Alors, ok, un brevet c'est remboursé à moitié, mais ça coûte quand même que tu dois dépenser 15-20 000 balles. Moi, j'ai testé un brevet, donc je vais rien citer, mais je vais pas citer le nom, etc. Mais je veux dire, je m'excuse, mais donc le prof en face de moi, il me disait mot pour mot. Alors écoutez, là, ce qu'on vous apprend, c'est plus du tout comme ça qu'on procède, mais ça sera présent à l'examen dans 3 ans, donc il faut le retenir. Donc à partir de là, je m'excuse, mais non, pas du tout, ça va pas se passer comme ça. Et il fallait pas me lancer sur le sujet parce que moi c'est quelque chose que je prône et que j'adore. À l'heure d'aujourd'hui, encore plus à l'heure d'aujourd'hui, encore plus en 2025 et sur les années à venir,
Il faut que les gens se débrouillent, apprennent. YouTube, incroyable. L'IA actuellement, incroyable aussi. Enfin, moi, je l'utilise pas pour apprendre, on en a parlé, mais Yann, toi, je sais que tu le fais et ça fonctionne super bien. Enfin, je veux dire, on peut plus attendre sur des brevets, on peut plus attendre sur des écoles. Il y a encore des écoles qui sont incroyables et qui ont des profs géniaux et ça, il faut en profiter et qui d'ailleurs sont gratuites ou très peu chères en Suisse pour la plupart. Donc, c'est quand même quelque chose de cool. Mais cette notion d'apprendre par soi-même et de se débrouiller, si on a envie de faire quelque chose, eh ben, il y a tout qui est à notre disposition. On doit absolument le faire et les gens doivent être au courant de ça. C'est plus est-ce que je le fais, c'est comment je vais le faire, quoi. On n'a plus le choix. Je veux dire, on n'a plus le choix. C'est comme ça. Mais c'est surtout, je pense, apprendre et appliquer tout de suite. Bien En sûr. fait, c'est là où, pour moi, tu vois, de nouveau, moi, j'apprends rien. C'est pas l'IA qui vient m'apprendre des trucs. Simplement, je me dis, tiens, maintenant, je veux apprendre à comment on déploie un truc dans Docker. Bah, c'est quoi Docker? Ok, je demande à l'IA. Pourquoi il faut faire ça avec des containers et pas autrement? Il y a quoi comme alternative? Qu'est-ce qui a évolué? Puis, en fait, j'ai mon coach, mais en même temps, je fais quoi? Je bidouille. Mhm. Puis de nouveau, bah voilà, c'est des trucs, que ça casse, ça marche pas, tu tapes sur ton clavier un peu fort, etc. Mais en fait, tu vois, tu as cette capacité. Alors de nouveau, c'est un peu simplifié par rapport à avant, mais tu peux appliquer et aller au bout des choses dans le réel. Tu vois, même chose, hein, quand il s'agissait de faire des campagnes méta, bah, j'ai regardé YouTube, puis après la première vidéo, je me suis dit, bah vas-y, fais ta campagne méta, quoi. Clairement. Oui, puis moi j'ai fait un brevet, donc je peux assez valider ce que vous racontez. Je suis allé jusqu'au bout, hein. Donc je peux assez valider ça, même dans le domaine du marketing. On me disait, écoute, si jamais le SEO et le SEA ça existe, Mais mais on va pas détailler ça ici, quoi. Tu vois, bah, Ouais. bah, on m'apprenait à, on m'apprenait à faire des pubs radio, des pubs télé, etc. Donc, en tout cas, même sur l'aspect digital, il y avait vraiment zéro. On me disait, pour dire, hein, moi je l'ai terminé cette année, hein, on me- je crois que j'avais une demi-page qui disait, ouais, si jamais l'IA ça existe, c'est incroyable et ça, mais bon, écoute, on sortira peut-être un chapitre dessus dans 10 ans parce que là, voilà. Donc, je suis assez d'accord sur cet aspect brevet, mais il y a aussi un autre point que je trouve hyper important, c'est que on le voit aujourd'hui, même en Suisse, c'est que plein de gens, même maintenant, sortent avec des diplômes et ne trouvent aucun travail. c'est Parce vrai, que ouais. même que c'est des gens qui font des parcours académiques, qui sortent de là surdiplômés. Donc c'est des gens qu'il faut quand même payer plutôt correctement pour le travail qu'ils ont effectué. Mais on va leur dire derrière, ouais, mais sauf que tu n'as aucune expérience, putain, je dois encore me faire chier pendant une année, 2 ans à t'apprendre à encore faire les trucs. T'as rien appris par toi-même. Donc aujourd'hui, on veut Mais ce qui est du vrai. papier, de l'expérience énormément. Et au final, bah, plein de gens avec des énormes papiers se retrouvent avec zéro travail, tu vois. Mais parce qu'ils se sont. Alors là, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais parce qu'ils se sont contentés de se dire c'est l'école qui va m'amener un job après. Mais Ah oui. c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, j'ai Mais parce enseigné. que ça a été, parce que je veux dire, Oui, ça a été la suite logique pendant des années, tu vois. Et en fait, là, on est en train de vivre un changement et ça bouscule assez tout le monde, quoi. très juste, mais ça n'est plus la suite logique. Moi, je donnais des cours. J'ai fait des interventions sur l'IA dans une école, du coup, où justement il y avait cette problématique et beaucoup d'élèves se plaignaient. En plus, c'est une école privée, donc que tu payes une certaine somme, se plaignaient de se dire euh, je, euh, tous mes collègues n'ont pas trouvé de travail, je ne vais pas trouver de Mhm. travail. Puis à côté, tu as deux, trois élèves qui sont en train de lancer des boîtes, d'être actifs sur LinkedIn, d'être actifs sur Instagram, de montrer ce qu'ils savent faire. Et eux, ils vont même pas chercher des boîtes, tu vois, c'est les boîtes qui vont venir à eux. Donc en fait, c'est ça, c'est être proactif. L'école ne va pas t'amener quelque chose de, tu vois, te dire, ok, j'ai mon diplôme, c'est ça qui va faire que je vais être engagé. Mais absolument pas. Enfin, t'oublies maintenant, tu vois. T'oublies, c'est plus possible. Tu Non, dois c'est ça. Et démontrer puis une en fait, expertise. on devrait apprendre aux gens à être cap. En fait, tu vois, moi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect, tu vois, teaching pur. Euh, je suis effectivement, de toute façon, de manière générale, pour moi, l'apprentissage, c'est pas recevoir de l'information, c'est la mettre en pratique. Ouais. Mais par contre, je me dis, tu vois, avec l'IA, avec les agents conversationnels qu'on connaît, aujourd'hui, en fait, rien ne me fait peur. C'est-à-dire que tu me dis demain, faut faire un truc hyper technique dans n'importe quel domaine, etc. Je me dis, ok, ben, je vais essayer.
Et tu vois, je pense que c'est plus ce mindset qu'on doit avoir. C'est pas d'apprendre des trucs par cœur et de les recracher sur du papier, quoi. Non, c'est très juste. C'est pas ça que j'avais en tête quand je parlais d'apprentissage, mais après effectivement, ouais, clairement. Je suis assez d'accord. On a pas mal parlé de ce que vous avez fait faux euh, depuis le début, sur en tout cas la première bonne partie de l'année 2025. Euh, il y a eu quelques points que je trouvais hyper intéressants de ce que vous avez retenu de tout ça. Mais sinon, dans l'ensemble, après, on a eu beaucoup de nouveautés. Je pense qu'en tout cas, au niveau de l'IA 2025, pour l'instant, c'est quand même Ouais. l'année où il y a le plus de sorties, le plus de mouvements. Vous, avec tout ça, euh, je veux dire, qu'est-ce que vous avez eu l'impression en fait d'avoir fait assez juste depuis le début et que vous avez peut-être gardé et retenu Je sais, alors je sais pas. C'est dur à dire, c'est dur à dire. Je sais pas si toi, Yann, t'as une réponse. Moi, je dirais qu'on a travaillé. Ça, c'est déjà très juste. Euh, Et pour moi, le positif, c'est tous les échecs qu'on a fait, en fait. Ouais, c'est ça. Mhm. Parce que je pense qu'il faut faire, il faut échouer, il faut se remettre en question, il faut se dire, mais putain, qu'est-ce que je fais faux, etc. Sinon, c'est que justement, tu restes dans l'idée que tu vas lancer un business dimanche prochain et puis tu ne le lances jamais. Et vous, votre vision de l'IA, elle a changé comment au cours de cette année? Si vous vous remémorez un peu de comment vous voyez l'IA et avec ce qui a un peu sorti, qu'est-ce qui a un peu changé dans les fondements de votre vision pour l'IA? Ou est-ce que ça n'a pas changé du tout? Pour moi, ils se sont consolidés, je dirais, parce que ça ne cesse de s'améliorer et d'aller dans la bonne voie. Donc, moi, je suis très pragmatique. C'est un défaut, mais comme une qualité dans ce que je dois assumer dans l'entreprise. Donc, tu vois, j'attends que ça marche. Voilà, je saute pas sur tout ce qui bouge, etc. Donc, je suis un peu le mec chiant. Mais, tu vois, donc j'avais quelques réserves de se dire, mais est-ce que vraiment ça va arriver à à ce qu'on est en train de dire, à ce qu'on nous montre, etc. Et je me suis un peu réconcilié avec ça dans le sens où bah, c'est quand même ultra positif tout ce qui s'est passé durant cette année. Même le marché est positif. Enfin, il y a quand même pas mal de signaux qui sont ouverts. Après, je reste encore un peu sur la défensive obligatoirement, mais de manière générale, franchement, moi, ça a changé dans le sens où, ouais, ça a consolidé ma manière de dire on est franchement bien positionné, on fait les choses correctement, la techno, elle évolue avec nous. Enfin voilà, tu vois, toutes ces choses-là, pour moi, ça a un peu changé mon mindset où peut-être fin du premier trimestre, j'étais là en mode, mais vas-y, tu sais quoi, franchement, voilà, pas fou de toute façon. Je C'est que reviens de dans nous 2 ans, quoi. mentir. Ouais, grosse, enfin, je me disais pas ça parce qu'il fallait quand même qu'on gagne de l'argent, Ouais, mais, ouais, mais mais tu vois un peu, je pense que Yann, tu vois très bien ce que je veux dire, quoi. Mhm. Ouais, clairement. Bah, pour moi, je reste convaincu que ça va être un truc hyper transformationnel pour sortir des termes un peu waouh. Ça va changer la façon à terme dont l'humanité se développe, interagit, etc. Je pense malheureusement aussi en mal, parce que comme toute techno incroyable, ben, le cerveau humain étant ce qu'il est, c'est-à-dire feignant, et voulant aller au raccourci le plus court, ben, les gens l'utilisent, comme Anthony le rabâche, de manière à ce que ça les abrutisse. Enfin, moi, je trouve très triste, par exemple, Ouais, moi aussi. qu'aujourd'hui, on a une adoption autant faible en entreprise et qu'à côté, les gens, ils brûlent des milliards de tokens et des milliards de tokens pour générer des vidéos à la con, pour, euh, pour faire des images, etc. Et que surtout, effectivement, ils créent du work slop, enfin, créer du contenu qui n'a pas de fond pour en créer, etc. Alors que, justement, à mon avis, ils pourraient vraiment se concentrer sur des trucs qui apportent de la valeur, qui font réellement gagner du temps, qui font avancer les choses au niveau de l'organisation, si on parle des cas business aussi, dans son ensemble, pour gagner du temps et pour devenir un peu plus humain. Parce que, comme je le dis des fois, dans les 20 ou 30 dernières années, on a transformé les humains en machines. Parce qu'il faut le voir, hein, tu vas voir dans des boîtes, tu as des humains, ils font le boulot qu'une machine doit faire. Et maintenant, justement, on doit réapprendre à ces gens à devenir humains, c'est-à-dire à déléguer à la machine tout ce que la machine peut très bien faire et à redevenir des humains. Un humain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui interagit avec un autre humain. Et je sais pas, je me dis, voilà, ça va être hyper transformationnel. Je pense qu'il y aura beaucoup de négatifs aussi là-dedans parce que malheureusement, l'humain est ce qu'il est.
on en parlait déjà. Ben, par exemple, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une plateforme incroyable. Chacun peut se créer son propre média. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ben, 90%, c'est de la merde. Et j'ai peur qu'on fasse pareil avec l'IA. Mais par contre, pour ceux qui savent mettre le curseur entre humain et IA, franchement, il y a des opportunités incroyables. Et pour des petites boîtes comme nous, on le voit, bah, ça permet de faire beaucoup plus avec moins. Ça permet d'être multi-compétences, même si on ne va pas à 100% dans chaque compétence, parce qu'on ne peut pas être un bon marketeur, un bon spécialiste en je ne sais pas quoi, mais un 80%. Et je pense que les gens curieux, les gens ouverts, les gens qui aiment se transformer tout le temps, ils vont être comme des poissons dans l'eau dans ce nouveau monde. Et pour tous les autres, ça va être dur. Ça va être très dur. Et ça a été l'année du vibe coding aussi. Ah, mais ça alors. Ne me lance pas sur ce sujet. Alors, peut-être juste une question là-dessus. Pourquoi c'est quelque chose qui est autant, je trouve pas le bon terme, mais autant aimé et détesté en même temps? Parce que ça fait Quoi, le vibe peur, coding? ça fait peur aux Le devs. vibe coding ils en ont général, peur ouais. c'est simple, c'est parce que les devs ils sont en sueur parce que ça leur fait peur. Du coup, il y a toute une partie de la population technique qui dit que c'est pas possible, que c'est de la merde et que de toute façon ça fonctionne pas. Mais c'est humain, encore une fois, si on reparle de l'aspect humain, c'est humain. Toi, tu as masterisé une compétence pendant 15 ans, puis là on vient de dire, mais chef, en 3 minutes je la fais mieux que toi. Alors voilà, après toute proportion gardée, parce que voilà, mais c'est ça en fait. Donc eux ils la détestent. Tous les types comme Yann qui devaient passer par des devs, bah l'adorent parce que c'est beaucoup plus simple. Et non, et la techno est juste incroyable. Enfin, je veux dire, tu peux pas la détester. Il faut juste vivre dans son temps, aller avec. Bah, t'as masterisé une compétence pendant 15 ans, bah refais la même chose avec une autre compétence sur les 15 prochaines années et tout ira bien. Et au-delà du vibe coding, peut-être juste pour préciser, je pense que c'est le vibe tout, tu vois. En Ouais. fait, l'IA te permet. T'as une idée, et moi j'adore ça parce que j'ai des millions d'idées par minute. T'as une idée, t'ouvres ton ordi, tu vas sur curseur et t'essayes de faire quelque chose. Et tu vois, on pense beaucoup au code, mais pour te dire, pour le cadrage d'un projet qu'on est en train de discuter en ce moment, j'ai reçu un gros fichier plat exporté d'un logiciel avec, je sais pas, 8 ans de colonnes. Ok, 8 ans de colonnes, 10 000 lignes. Bon, tu peux bien essayer d'aller le balancer dans une IA, t'as jamais assez de taille de contexte. Parce que tout ça, ça fait, j'en sais rien, peut-être 3 à 4 millions de tokens. Mais du coup, tu peux passer par du code. Python, c'est très bon pour manipuler de la data, recréer des tables, visualiser ta donnée, comprendre le schéma de données. Donc, en 1 heure avec Cursor, en faisant des petits scripts Python, en disant ce que je voulais voir, etc., j'ai pu transformer ce fichier plat en une interface visuelle qui me fait comprendre comment sont articulées les données aujourd'hui. Et, enfin, tu vois, on n'est pas vraiment dans du vibe coding, mais enfin, si, parce qu'il a Si, codé totalement. du ouais. Mais par contre, la fin en soi, c'est pas de créer un logiciel, c'est de comprendre des données. Et je pense qu'on va être de plus en plus là, en fait. C'est-à-dire que, parce qu'en gros, le code, c'est un truc incroyable. Ça permet de faire, en fait, dans les leviers de gain de temps, le code, c'est le numéro 1. Et aujourd'hui, bah, effectivement, il fallait passer par des gens spécialisés pour te faire ce code et ils se vendaient très cher. Et maintenant, il y a un petit bout de ça que tu peux faire toi-même. Encore une fois, tu ne vas pas pouvoir faire un truc qui scale et qui tient la route sans passer par un dev à un moment ou un autre. Et probablement que si tu ne sais pas le guider correctement, tu vas aussi faire de la merde. Mais déjà, tu peux expérimenter. C'est ça que je trouve incroyable. Oui, puis après, de toute manière, si on y réfléchit, si on revient un peu en arrière, c'était un peu la suite logique, en fait, qui devait arriver avec, C'est avec vrai. l'IA, en fait. C'était d'arriver pour Vibe, en fait, tout et n'importe quoi. Je voulais vous poser une petite question en rapport avec ça. Une question qui revient beaucoup aussi. Beaucoup de gens, bah, aujourd'hui, on voit, justement, en parlant de vibe coding, est-ce que selon vous, je sais que c'est peut-être une question que j'ai déjà pu poser, je voulais voir si vous avez peut-être changé un peu là-dessus ou si vous avez un peu plus d'éclaircissement à apporter. Pour les SaaS de demain, parce que je sais que vous faites beaucoup d'outils sur mesure aussi, pour les SaaS de demain, est-ce que c'est quelque chose qui vont disparaître?
est-ce que tout pourra être fait absolument sur mesure ou est-ce qu'il y aura encore quand même de la puissance au niveau des SaaS et c'est pas des choses qui vont vraiment disparaître? Je sais pas, je pense qu'on a peut-être un avis qui diffère. Moi, je dirais que parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent et moi, c'est ça un peu qui me dérange. Tu vois, tout ce que tu vois sur LinkedIn, etc., ça touche quand même beaucoup des SaaS qui sont B2C, etc. Donc ça, pour moi, c'est déjà plié. Tu peux lancer un SaaS, une solution en une journée, et puis après, la grosse compétence qu'il y a derrière, c'est la vendre. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, ça, c'est acté, hein. On est le 31 octobre 2025, on en est là. Ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, l'aspect que nous on adresse et qui est du coup les entreprises, bah, tu as quand même des complexités que t'as pas quand tu vends à des personnes comme toi et moi, tu vois. Et donc pour moi, là on n'y est pas encore parce que ce que les gens ils voient pas, bah, c'est les complexités métiers de l'entreprise, c'est faire avec toute l'infra IT pardon qu'ils ont actuellement, c'est ce que je dis dans ma vidéo de ce matin sur LinkedIn. C'est bah, l'aspect sécurité que je rabâche qui est chiant mais qui est obligatoire, c'est le déploiement, le monitoring, enfin t'as trop de L'humain aussi, hein. La l'humain, formation, l'analyse la formation, de user exactement. story, etc. Exactement. J'en oublie parfois toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, ou du moins, il y a énormément de paramètres à prendre en compte quand tu adresses des entreprises et que tu bosses pour eux, qui ne sont pas du tout à prendre en compte quand tu lances un SaaS, tu vois. Et c'est pour ça Mais qu'en par fait... contre, Ouais, vas-y. ouais, pour compléter, parce que moi j'ai quand même une lecture, bah de nouveau, tu vois, ça fait à peu près, ça fait bientôt 10 ans que je suis dans ce marché du logiciel pour les entreprises. En gros, si tu veux, là où je pense que c'est révolutionnaire, c'est que, bah de nouveau, le marché il était fait comment? Tu avais une boîte, il y a 15 ans ou 20 ans, qui a payé des développeurs pour créer une solution pour elle qui gère son processus de service après-vente. Aujourd'hui, cette boîte, c'est devenu ServiceNow, c'est devenu Zendesk, c'est devenu machin. Pourquoi? Parce que, en fait, ils se sont dit, premier client, deuxième client, troisième client, ah, mais ils ont 80% des gens, ils ont les mêmes besoins. On va en faire un produit qu'on va distribuer à plein de gens. Déjà avant les SaaS, parce que le fait que ce soit du SaaS, c'est que tu Oui, en bien sûr. achètes pas, tu achètes pas le code, tu achètes un abonnement pour utiliser un code qui est déployé au plus grand nombre. Et du coup, bah, il y a eu le boom de ces logiciels génériques, qui du coup gonflent, parce qu'il y a plein de gens qui sont dessus et il y en a plein qui demandent plein de features. Et à la fin, tu te retrouves pour gérer ton process de SAV, à toi tordre tes process, à avoir un machin que tu payes une blinde pour utiliser 10% de ce qu'il y a dedans, parce que 90% ça ne te concerne pas, c'est pour le SAV des boîtes pharma, c'est pour le SAV d'autres choses. Et du coup, ça c'est un problème. Et aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'à un horizon temporel assez court, bah, soit ces boîtes-là, elles se réinventent, c'est-à-dire qu'elles deviennent elles-mêmes, tu peux vibe coder, mais avec un focus sur leurs compétences. Il faut laisser, ils ont des compétences process dans leur domaine. Soit ils sont morts. Soit ils sont morts. Parce que les boîtes, elles auront zéro avantage comparatif en termes de coût, puis plus la boîte est grande, plus c'est valable, à rester sur des trucs comme ça. Ok. Et moi, c'est pas plutôt le mindset des boîtes en face qui, je trouve, est compliqué. Parce qu'ils Les sont boîtes, les SaaS, assurés... tu dis? Non, justement, des boîtes en face de ces SaaS, des clients. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont rassurés de passer par un SAP, ils sont rassurés de passer par un Salesforce. Les types, ils maîtrisent quand même le truc de venir, d'installer ton machin. Enfin, tu vois, il y a... Moi, c'est plutôt ça le problème. Parce que ce que tu dis, j'en suis persuadé aussi. Enfin, c'est même logique, mathématique, tout ce que tu veux. Mais d'un autre côté, pour des grosses boîtes, donc là, on parle de boîtes, enfin, tu vois, sans employés et plus, enfin, des grosses Ouais. boîtes, quoi, moyennes et grandes boîtes. Bah, est-ce qu'ils feront l'effort de faire ce qu'on dit là? Moi, c'est plus le mindset du client final que des boîtes de SaaS. Parce que Bah, les si boîtes de tu SaaS, veux, tant qu'ils ont des clients en face, bah, ils vont pas mourir. ouais, mais en fait, moi, là où ma lecture du marché, c'est que, en fait, on va avoir un boom de gens un petit peu avec notre profil qui vont finalement être les remplaçants des consultants Salesforce et des consultants SAP et qui vont finalement aider à l'adoption, à l'analyse des processus, à cadrer le projet, à utiliser des outils d'IA génératifs pour faire la maquette, le prototype, à valider. Bah, c'est ça qu'il faut rajouter aussi. Pourquoi avant la plupart des projets, tu vois, SAP, pour te dire un truc, Lidl a pété 500 millions d'euros dans un projet SAP, ils l'ont mis à la poubelle. Mhm. 500 millions d'euros. Ok? Et il y en a plein des cas comme ça. Pourquoi?
Parce que quand tu vas chez Lidl, c'est juste un truc monstrueux ce qu'ils veulent gérer dans dans leur truc. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi, avant, ouais, on vibe code la solution. En fait, il y a plein d'endroits où l'IA va t'aider. Parce que typiquement, tu enregistres une séance, tu détectes les besoins de ce transcript. En peu de temps, tu as les premières maquettes sur Lovable et tu valides tout de suite si c'est vers là ou pas qu'il faut aller. Avant, Ah ouais, tu non, bossais ça, c'est 3 sûr. ans sur un truc avec 200 devs et puis ça te coûtait 10 millions. Ça, c'est sûr. C'est juste sur l'adoption finale que moi, j'aimais encore un. Ouais, alors non, mais on est d'accord. On va pas remplacer SAP ou Salesforce demain dans les grosses boîtes, hein. Mais ça serait beau. Ouais. Ça serait beau. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un vrai changement de culture dans ces boîtes, tu vois. C'est ça. C'est ça. Parce que de nouveau, il faut passer du faire. Ah, bah moi j'arrive, je suis chief customer support machin. Ah, bah nous on a toujours fait comme ça. Les actions c'est ça. Il faut cliquer là, mais attention, il faut pas cliquer là parce qu'en fait ils peuvent pas développer ça, etc. Ok, je fais. Donc il faut penser du schéma mindset exécution au mindset. Ok les gars, mais comment on doit revoir notre process pour arriver à une meilleure satisfaction client? Et dans ce Ouais. cas-là, il faut un produit qui suive, sinon ça marche pas. Si tu dois t'adapter au produit, comme je disais, chaque boîte elle est unique. Moi, je ne crois pas au fait que même des 3 boîtes d'électriciens qui font la même chose, ils puissent rentrer dans le même logiciel. En tout cas, pas pour tous les processus. Et donc, chaque boîte étant unique, il y a une partie, en tout cas, de ces processus qui doit être soutenue par un logiciel unique. Ouais, bah, je suis d'accord. Tu vois, après hier, je parlais avec un type qui est directeur d'une grosse boîte IT aussi, mais qui, eux, vise les communes. Ils ont une solution pour les communes. Puis bon, en fait, cette solution elle est appliquée pour toutes les communes. Et puis, ils ont tous les mêmes besoins. Et puis, ça va très bien. Ils doivent marger comme des malades là-dessus. Ouais, Tu vois, c'est ça. mais parce que là, effectivement, mais de nouveau, après, ça c'est une autre question un peu plus philosophique et on en débattra une autre fois. Mais est-ce que c'est bien que les communes soient réglementées comme elles le sont et que justement elles payent des fortunes à des éditeurs logiciels qui... Bien sûr que non, que c'est pas bien. C'est sûr et certain. Pour moi, Mais une commune, c'est. ça devrait tourner comme une entreprise et chaque commune puisse faire ses propres processus. Alors de nouveau, ok, il y a des règles, il y a des lois et je pense qu'il faudrait trouver un moyen. Mais... Oui, puis même pour en revenir sur la digitalisation et tout le bordel, les communes sont beaucoup à la ramasse, les administrations publiques et ça sont énormément à la traîne. Après, est-ce que aussi, parce qu'ils ont un énorme process derrière qu'ils doivent respecter, que c'est des choses qu'il faut 12 000 réunions et du temps, qui fait qu'ils n'arrivent pas Il faut à justifier aller le de l'avant, salaire des quoi. managers, hein. Les conseils communaux. Non, mais Ouais. après, bah, encore une fois, moi je l'ai vu aussi, mais je pense que des fois on a tendance à prendre la voie de la simplification un peu trop vite. Un projet, quel qu'il soit, mais surtout un projet IT, mais d'autres projets aussi. Quand t'es deux, c'est facile. Quand Bah t'es oui, c'est trois, c'est un sûr. tout petit peu plus compliqué. Quand t'es 10, ça devient dur. Quand t'es 500, 10 000 ou 1000 employés, c'est hyper dur. C'est hyper Clairement. dur. Et encore une fois, je suis le premier à critiquer, à dire que c'est de la merde et que ça marche pas, mais j'ai zéro. Enfin, je sais pas qu'est-ce que je ferais si j'avais une boîte avec 1000 employés pour que les projets aillent mieux. Alors oui, j'ai quelques idées. Je ferais des équipes agiles, plutôt des petites équipes. On le voit chez Amazon ou chez Google, il y a encore une capacité d'innovation hyper forte alors qu'ils sont des dizaines de milliers parce qu'ils sont construits organisationnellement différemment. Mais malgré tout, plus tu mets d'humains, tu vois, là on est 3. À 3, la complexité, elle est, je sais pas, 10 fois plus pour arriver à un résultat que si tu es tout seul. Mhm. Mhm. Clairement. Ouais, Parce clairement. qu'il y a les problèmes de communication, il y a les problèmes de chacun a une attente différente, il y a les problèmes de... Donc ouais, simplifier les communes, c'est beau sur le papier, dans la pratique. En plus, eux, ils ont la loi à suivre, tu vois. C'est J'ai clair. pas assez de miracle. Yes, écoutez, bah moi j'ai fait un peu le tour des points un peu que je voulais qu'on aborde, même si on a dérouté 2, 3 fois, c'était hyper intéressant. Peut-être une dernière question, ce serait peut-être pour la suite, du coup, dans l'implémentation d'IA en entreprise, comment est-ce que vous voyez la suite ou est-ce que vous voulez peut-être faire un parallèle avec les croyances qu'ils ont les boîtes, qui est complètement fausse et qui va peut-être certainement changer ou contre laquelle vous vous battez? Enfin, comment vous voyez un peu la suite pour ces entreprises ou ce qui risque de changer et de pas forcément changer, hein?
avant de changer quoi que ce soit, commencez par changer, améliorer votre culture. La culture, c'est l'ADN d'une boîte. Ensuite, changez vos process, c'est-à-dire simplifiez-les, améliorez-les et faites-les pour soutenir la chaîne de valeur, c'est-à-dire servir un client, servir un citoyen si vous êtes une commune. Et après, ça c'est les 2 premières couches. Ensuite, c'est assurez-vous d'avoir la bonne stack digitale et les bonnes données. Et après, faites de l'IA. Mais allez-y pas dans le sens inverse parce que c'est voué à l'échec. Ouais, c'est sûr et certain. Je pense qu'on a pas mal bien résumé C'est très bien la résumé, situation et le nécessaire. On est bon comme ça? Je pense qu'on est pas mal. Parfait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne de Move AI. Bye bye. Je vous souhaite une Allez, bonne ciao tout soirée, le une monde. bonne journée. Au revoir.